Lors de la fête de son entreprise, un collègue m'a bousculé, mais il a regretté sa décision dans les 5 minutes qui ont suivi. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La pluie s'était intensifiée au moment où je me suis garé devant l'immeuble de Mélissa. Chicago en décembre ne faisait pas de cadeaux, des gouttes de pluie acérées comme des pics à glace martelaient le pare-brise, accompagné du mélange habituel de klaxons et de passants pressés sous leur parapluie. Pour une fois, j'avais planifié cette surprise, sorti plus tôt du travail, le siège passager essuyé, le chauffage en marche. J'avais même apporté son chai préféré de cet endroit hors de prix près de la rivière. Je me suis garé juste au coin de la rue, observant l'entrée avec une tension silencieuse et excitée que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Peut-être que cela adoucirait la distance qui s'était installée entre nous. Peut-être que ce soir, nous allions parler, rire, déconner à nouveau. Puis je l'ai vue. Mélissa, ma femme, ma partenaire depuis 9 ans. Elle est sortie par la porte tournante en verre dans ce trench coat noir élégant que je lui avais acheté à Noël dernier. Ses cheveux étaient relevés en ce chignon strict et impeccable qu'elle ne portait que lorsqu'elle avait quelque chose à prouver. J'ai souri, j'ai attrapé le café, et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Au lieu de balayer le trottoir du regard ou de sortir son téléphone, elle a regardé droit devant elle et est passée juste devant ma voiture. À moins d'1 mètre. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Et puis elle est montée dans une autre voiture. Pas un Uber, pas un VTC, pas la vieille bagnole d'un collègue. Une BMW noire et élégante aux vitres teintées. Je n'ai vu son visage qu'un instant, Calvin, son patron. Il s'est penché, lui a dit quelque chose. Elle a ri. Elle a ri. Mes doigts se sont crispés autour du gobelet en carton jusqu'à ce que le couvercle saute et que le chai se renverse sur mes genoux. Je n'ai même pas juré. J'ai juste démarré le moteur. Ils sont partis les premiers. J'ai suivi, assez près pour les voir, assez loin pour ne pas être remarqué. Mon esprit tournait en boucle, hurlait. Peut-être que c'était innocent. Peut-être qu'il y avait une explication. Mais quand je l'ai vu se pencher et toucher son bras au feu rouge, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai mis les gaz. 2 rues plus loin, je leur ai coupé la route brutalement. Les pneus ont crissé, les klaxons ont retenti. Je suis sorti sous la pluie comme si je ne sentais rien. Calvin était déjà hors de la voiture, les bras écartés comme s'il était prêt à se défendre. « Tu es sérieux, David ?» La voix de Mélissa venait de derrière lui, basse et tendue. Je la fixais, chaque muscle de mon corps vibrant. « Monte dans la voiture. » Elle n'a pas bougé. J'ai pointé du doigt. « Maintenant. » Les gens sur le trottoir s'étaient arrêtés. Un type a sorti son téléphone. La pluie continuait de tomber, se mélangeant à la chaleur de mon souffle. Calvin a essayé d'intervenir. « Écoute, mec, ce n'est pas, toi, tu ne parles pas, les jeux coupés. Tu ne la regardes pas, et tu ne parles pas Mélissa, monte dans la voiture. » C'est là qu'elle m'a enfin regardé, mais pas comme je l'espérais. Ni honteuse, ni effrayée, juste vide, comme si j'étais un point sur sa liste de choses à faire. Elle est passée devant Calvin, a ouvert la portière passager et s'est glissée dans ma voiture sans un mot. Je suis resté là 1 seconde de plus, respirant fort dans le froid. Puis je suis remonté au volant. Nous n'avons pas parlé. Elle regardait par la fenêtre. Je serrais le volant comme si c'était la seule chose qui me rattachait à la réalité. Pendant les quelques rues suivantes, les seuls sons étaient la pluie et le fait que mon monde venait de se fissurer. Les essuie-glaces allaient et venaient comme un métronome lent et régulier alors que nous roulions dans les rues mouillées. Mélissa n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté les lieux. Pas un seul. Elle faisait défiler son téléphone, son pouce bougeant comme si elle s'ennuyait simplement. Comme si nous n'avions pas eu une confrontation en plein centre-ville avec son patron. Comme si toute ma poitrine ne s'était pas effondrée 5 minutes plus tôt. « Ça va ?» ai-je demandé, ma voix basse, presque mécanique. Pas de réponse, juste plus de défilement. J'ai jeté un coup d'œil. Son visage était éclairé par la lueur bleue de l'écran, les sourcils légèrement haussés et concentrés, mais pas stressés, pas tristes, pas coupables, juste absente. J'entendais le cliquetis de ses ongles contre le verre. « Tu as quelque chose à dire ?» ai-je demandé à nouveau, pas avec colère, juste en essayant. Elle n'a même pas levé les yeux. « Je suis en train de lire quelque chose. »
J'ai laissé échapper un souffle silencieux et j'ai reporté mon attention sur la route. Le feu rouge se reflétait sur le tableau de bord comme des avertissements écrits en lettres de sang. L'un après l'autre, les lampadaires nous balayaient, des éclairs de blanc froid tranchant le silence. « Tu ne m'as même pas regardé » ai-je murmuré, presque pour moi-même. « Quoi » a-t-elle finalement demandé. « Là-bas. J'étais garé juste en face de ton immeuble, Mel. Tu es passé juste à côté de moi comme si je n'étais même pas là. Je ne t'ai pas vu. Tu as regardé la voiture. » Elle n'a pas répondu. J'ai resserré ma prise sur le volant. « Et Calvin ? Tu es monté dans sa voiture comme si c'était une soirée comme les autres. » « C'était une soirée comme les autres, a-t-elle dit. Celle-là m'a frappé plus fort que prévu. J'ai tourné brusquement dans notre quartier, les pneus éclaboussant les flaques d'eau alors que nous passions devant des rangées de maisons silencieuses. Notre rue, Maple Drive, avait encore ses lumières de Noël, même si Noël était passé. La moitié d'entre elles clignotait, cassée. L'autre moitié scintillait stupidement dans le noir. Nous nous sommes garés dans l'allée. J'ai coupé le moteur. Nous sommes restés assis là une seconde, immobiles, respirant le même air vicié, chacun dans notre propre petit monde. Je n'ai rien fait de mal, a-t-elle dit, toujours au téléphone. Alors pourquoi avais-tu l'air si coupable? Elle s'est enfin tournée vers moi, lentement, comme si c'était une corvée. Ses yeux ont rencontré les miens, plats, vides. On va vraiment faire ça maintenant? Je n'ai pas répondu. J'avais peur que si je disais quoi que ce soit d'autre, ça sortirait comme un cri. Elle a ouvert la portière et est sortie sous la bruine sans m'attendre. Je suis resté dans la voiture quelques secondes de plus, agrippant le volant comme s'il me devait quelque chose. Puis je suis sorti et je l'ai suivi à l'intérieur. La maison était silencieuse, chaude, trop chaude, comme si le chauffage avait été laissé juste assez fort pour la rendre inconfortable. Elle est allée directement à la cuisine, s'est versé un verre d'eau et est passée devant moi comme si je n'étais même pas là. Je l'ai regardé poser le verre sur la table de chevet de son côté du lit. Puis elle a disparu dans la salle de bain. Je suis resté dans le couloir, écoutant le doux bruit de l'eau, le clic de l'interrupteur, le grincement étouffé du robinet qui se fermait. Quand elle est sortie, elle n'a pas croisé mon regard. Elle est juste passée à côté de moi à nouveau, s'est glissée dans le lit et a tiré les couvertures sur son épaule. Lumières éteintes, porte à moitié fermée. Je me suis changé dans le noir, je me suis assis sur le bord du matelas pendant un moment, fixant le sol. Il y avait tellement de choses que je voulais dire, de questions que je devais poser, de choses que je voulais qu'elle admette. Mais le silence entre nous était devenu menaçant. Chaque fois que je pensais à le briser, quelque chose d'amer me montait à la gorge. Alors je me suis allongé à côté d'elle. Même lit, même drap. Mais l'espace entre nous aurait aussi bien pu être un océan. Je lui ai tourné le dos. Elle aussi. Et dans cet espace entre deux corps partageant le même lit, j'ai réalisé que ce n'était pas le silence qui me tuait. C'était le sentiment que peut-être ce silence commençait à lui paraître normal. Le lendemain matin sentait le pain grillé et la trahison. J'étais déjà dans la cuisine quand Mélissa est entrée, les cheveux encore humides de la douche, téléphone à la main. Elle n'a même pas eu l'air surprise de me voir. Elle est passée devant moi comme si elle évitait un meuble. J'ai posé 2 assiettes sur la table. Toast, rien d'extraordinaire. Bonjour, ai-je dit. Bonjour, a-t-elle répondu platement, toujours en train de faire défiler son écran. Nous nous sommes assis. Je la regardais étaler de la confiture sur son toast avec une précision mécanique, comme si c'était un mardi comme les autres. Comme si la nuit dernière n'avait même pas eu lieu. J'ai remué mon café, regardant le tourbillon de crème se déposer. Je n'ai pas pu dormir, ai-je dit. Et toi? Elle a haussé les épaules. J'ai hoché la tête, me suis mordu la langue, j'ai essayé de mâcher, j'ai avalé. Puis j'ai posé ma fourchette et je l'ai dit. Je veux parler d'hier. Elle n'a pas levé les yeux. À quel sujet? Tu sais très bien. À propos de la voiture, du silence, de Calvin. Mélissa m'a enfin jeté un regard, la plus petite lueur d'agacement traversant son visage. David, tu as fait une scène. Je n'ai pas demandé ça. Non, ai-je dit, en essayant de rester calme. Mais tu ne l'as pas arrêté non plus.
tu m'as juste laissé là, trempé, pendant que tu sortais de sa voiture pour monter dans la mienne comme si c'était un arrangement de covoiturage gênant. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait répliquer. Puis elle les a refermées. Je me suis penché en avant. « Dis-moi la vérité. Se passe-t-il quelque chose entre toi et Calvin ?» Elle m'a dévisagé, clignant lentement des yeux. « Sérieusement ? » « Oui. » Mélissa a ricané et s'est adossée. « C'est mon patron. » Ce n'est pas une réponse. Elle a détourné le regard. « Mélissa, ai-je dit, la voix plus ferme maintenant. Ne joue pas la carte de la neutralité avec moi. Je t'ai vu toucher son bras comme si tu l'avais déjà fait. Je t'ai vu rire dans cette voiture comme si je n'étais même pas une pensée dans ta tête. Si tu comptes mentir, fais au moins un bon mensonge. » Je ne mens pas, a-t-elle lâché un peu trop vite. Alors dis-moi ce qui se passe. Sa mâchoire s'est crispée. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas un démenti. Sa voix s'est légèrement élevée. Tu fais toujours ça. Tu deviens méfiant dès que tu n'as plus le contrôle. J'ai cligné des yeux. Le contrôle ? Il ne s'agit pas de contrôle, Mel. Il s'agit de confiance. Et hier soir ? Hier soir, ce n'était rien, a-t-elle crié soudainement, puis s'est reprise, baissant le ton. C'était juste un trajet. Un trajet que tu n'as pas mentionné. Un trajet que tu as accepté sans même remarquer que ton mari était assis devant ton immeuble. Je ne savais pas que tu étais là, a-t-elle dit, maintenant debout, les poings serrés. Et je n'ai pas à te rendre des comptes à chaque seconde de la journée. Je ne demande pas un tracker, ai-je dit, me levant aussi. Je demande de l'honnêteté. Je demande si l'homme sous les ordres duquel tu travailles tous les jours, qui vient te chercher en pleine tempête de pluie, est plus qu'une simple relation professionnelle. Elle est devenue silencieuse. Ce silence répondait à tout. J'ai hoché lentement la tête, en reculant. D'accord. Elle a croisé les bras, sur la défensive maintenant. Ne déforme pas les choses. Je ne déforme rien. Je réagis à ce qui est juste devant moi. Il ne s'est rien passé, a-t-elle insisté. Ni cette nuit-là. Ni jamais. Mais quelque chose se passait, ai-je dit. N'est-ce pas? Son visage s'est durci. J'en ai assez de ça. Et sur ce, elle a tourné les talons et a quitté la cuisine. Je suis resté là, seul, l'assiette à moitié finie, les œufs devenus froids. Ce n'était pas le début d'un problème. C'était le milieu, et j'avais complètement manqué le début. Il était environ 14h15 quand je me suis finalement assis dans la voiture et que j'ai regardé les enregistrements de la dashcam. J'avais fait les 100 pas dans la maison depuis le petit déjeuner, ressassant chaque mot que Mélissa avait dit et chaque mot qu'elle avait esquivé. Je ne cherchais pas le drame. Je voulais juste la vérité, quelque chose de concret. L'écran de ma caméra était petit, l'image granuleuse, mais l'horodatage ne mentait pas, 17h47. La pluie crépitait comme de l'électricité statique. La voilà, Mélissa, sortant de son immeuble dans ce trench-coat noir. Ses talons claquaient rapidement sur le trottoir. Elle ne se pressait pas. Elle ne se protégeait pas de la pluie. Elle marchait comme quelqu'un qui savait exactement où elle allait. Puis la BMW de Calvin est arrivée. Et sans hésitation, sans même regarder autour d'elle, Mélissa a ouvert la portière passager et est montée à l'intérieur. Pas de pause, pas de regard, pas de prudence. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la voiture. C'était son visage. Elle a souri en montant. Pas un sourire poli, pas un sourire de remerciement pour le trajet. C'était un sourire doux, familier, comme celui qu'elle me réservait autrefois. Et puis, dans ce petit rectangle de vidéo floue, elle a tendu la main et a touché son bras 2 fois. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis resté assis dans la voiture pendant un long moment, la pluie crépitant toujours contre le toit. Je ne ressentais pas de rage, même pas de chagrin, juste de la clarté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rachel. Rachel était notre amie commune, quelqu'un à qui Mélissa se confiait, surtout quand il y avait des problèmes au travail. Il se trouvait qu'elle travaillait également aux ressources humaines dans la même entreprise. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « David, j'ai besoin de 10 minutes de ton temps, ai-je dit. » J'ai entendu sa chaise grincer.
C'est à propos de Mélissa? C'est à propos de Calvin. Ça a rapidement attiré son attention. 10 minutes plus tard, j'étais dans son bureau. Je lui ai montré la vidéo silencieuse, stable, indéniable. Rachel a regardé sans ciller. Quand ça s'est terminé, elle s'est adossée lentement et a croisé les bras. Eh bien, a-t-elle dit, ça explique beaucoup de choses. Explique quoi? J'ai vu des rumeurs circuler sur le portail des RH depuis des mois, a-t-elle dit. Des plaintes anonymes, rien de formel, rien qu'on puisse attribuer à un nom, mais Calvin a été trop amical, surtout avec les nouvelles recrues féminines. Le nom de Mélissa est apparu 2 fois, non vérifié, mais quand même. Je l'ai dévisagé. Et personne n'a rien fait? Elle a haussé un sourcil. C'est une agence de recrutement, David. Ces gens vendent de l'image pour vivre. Tu penses qu'ils vont dénoncer leur poulain en or sans preuve tangible? J'ai désigné l'ordinateur portable du menton. C'est suffisant pour toi? Elle a eu un sourire crispé. Plus que suffisant. En moins d'1 heure, nous rédigions la plainte, langage formel, citation de la politique de l'entreprise, images horodatées de la vidéo et un résumé du conflit d'intérêts évident entre un superviseur et sa subordonnée directe. Rachel n'a pas mâché ses mots. On va voir à quel point ils veulent garder les choses propres quand ça atterrira sur le bureau du directeur, a-t-elle dit en signant le document. Et alors que je la regardais glisser le formulaire dans l'enveloppe du courrier interne, quelque chose s'est mis en place en moi. Fini de me poser des questions, fini d'attendre que Mélissa me dise la vérité selon ses propres termes. Je n'étais plus seulement son mari. J'étais un témoin, et j'en avais fini de me taire. 3 jours se sont écoulés avant que je reçoive l'email. Objet, résultat de l'examen éthique interne. Aucune violation constatée. J'étais assis à mon bureau dans le salon, clignant des yeux devant l'écran comme si, en le relisant une 2e fois, les mots allaient se réorganiser. Sur la base des preuves actuellement fournies, nous n'avons constaté aucune violation de la politique de l'entreprise ou du code de conduite. Cette affaire est considérée comme close. Aucune violation. Aucune infraction. Aucune autre mesure. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. Les nuages étaient bas et lourds ce jour-là, tout comme ma poitrine. Mélissa n'avait pas dit un mot. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude, polie même, comme si nous étions 2 collègues partageant une salle de pause. Elle pliait son linge, répondait à ses emails et dormait de son côté du lit comme si rien ne s'était passé. Mais ceci me disait qu'elle savait, et que quelqu'un dans cette entreprise avait choisi le silence plutôt que la responsabilité. Rachel a appelé 30 minutes plus tard. J'ai vu l'avis, a-t-elle dit. Il n'est pas passé par mon canal. J'ai dû le trouver enfoui dans les journaux administratifs. Ce qui veut dire qu'ils ont contourné la procédure habituelle. Ils l'ont fait passer en accéléré par la haute direction. Quelqu'un de très haut placé a étouffé l'affaire. J'ai serré la mâchoire. Et Calvin est toujours sur son fauteuil, souriant pour une photo de profil. Rachel a hésité. Écoute, tu as semé la zizanie. C'est déjà quelque chose. Mais cette entreprise ne réagit pas aux piqûres de moustiques. Ils attendent le sang. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et c'est là que le premier message est arrivé. Numéro inconnu. Tu as eu ta réponse. Maintenant, laisse tomber. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, le pouce en suspens. Puis une autre vibration. Numéro inconnu. Il serait intelligent de ne pas allumer un feu que tu ne peux pas éteindre. J'ai dégluti, la gorge serrée. Les messages n'étaient pas violents, pas ouvertement, juste froids, vifs, précis, comme si quelqu'un me rappelait que j'étais surveillé. J'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à Rachel. Elle a répondu instantanément. Ne réponds pas, documente tout. Tu as besoin de laisser une trace. Au début, je ne savais pas si je devais en rire ou me sentir menacé. Je n'étais pas un lanceur d'alerte avec accès aux secrets de l'entreprise. J'étais un mari avec une caméra de voiture. Que pouvait-il bien me vouloir? Mais plus je restais assis là, plus je le sentais. Il ne s'agissait pas seulement de Calvin ou de Mélissa. Il s'agissait d'un système qui préférait intimider un homme pour le réduire au silence plutôt que de confronter la pourriture à sa base. Et s'il pensait que quelques SMS anonymes allaient me faire fuir,
il ne me connaissait pas du tout. Plus tard dans la soirée, Mélissa est entrée depuis le couloir, téléphone à la main, et m'a vu fixer le mien. Elle a haussé un sourcil. Tout va bien? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ouais, ai-je dit d'un ton neutre. Juste un message de quelqu'un qui n'aime pas la vérité. Elle s'est figée une demi-seconde. Pas longtemps, mais juste assez. Puis elle a détourné le regard, s'est dirigée vers la cuisine et a ouvert le réfrigérateur comme si elle n'avait rien entendu. Elle faisait semblant que cela n'arrivait pas. Mais j'en avais assez vu. Ce n'était pas fini. Loin de là. L'explosion n'est pas venue tout de suite. Elle a mijoté. Pendant des jours, Mélissa se déplaçait dans la maison comme un fantôme, silencieuse, prudente, distante. Elle préparait ses propres dîners, pliait son propre linge, s'asseyait même à l'autre bout du canapé comme si nous étions deux étrangers polis attendant la fin d'une longue escale. Mais je savais que quelque chose se préparait. On pouvait le sentir dans les pauses, dans les regards qu'elle ne me jetait pas, dans le silence qui n'était plus triste mais stratégique. La dispute a éclaté le jeudi soir suivant. J'étais au comptoir de la cuisine en train de mélanger du sucre dans mon café quand elle est arrivée du couloir. Pas d'avertissement, pas de montée en puissance, juste une voix, tranchante et furieuse, déchirant le silence. Tu ne pouvais pas laisser tomber, n'est-ce pas? Je me suis tourné lentement. Pardon? Ses bras étaient déjà croisés, ses yeux brûlants. La plainte, la vidéo, Rachel, tu as agi dans mon dos. Tu as traîné mon nom au RH et tu en as fait un sujet de commérage. J'ai posé ma cuillère. Ce n'était pas des commérages. C'était la vérité. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Tu penses que les gens se soucient de la vérité dans un bureau comme le mien? Tout ce que tu as fait, c'est m'humilier. Tu penses que ça aide, Mélissa, ai-je dit calmement. Tu es montée dans la voiture d'un autre homme, la voiture de ton patron, après les heures de travail, à plusieurs reprises. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne t'ai pas humilié. Tu l'as fait toute seule. Elle s'est approchée, la voix montant. Tu veux me ruiner parce que tu te sens en insécurité, parce que tu as vu quelque chose que tu n'as pas compris. Tu sais de quoi ça a l'air maintenant? Comme si je couchais pour gravir les échelons. Voilà ce que tu as fait. Je ne t'ai forcé à rien faire. Tu l'as rendu public. Non, ai-je dit, ma voix devenant un mur. Je l'ai documenté. Tu l'as rendu public quand tu es monté dans sa voiture comme si personne ne le remarquerait. Elle respirait vite maintenant, faisant les 100 pas. Tu ne comprends pas, Calvin croyait en moi. Il m'a mise sur les gros dossiers. Il s'est porté garant pour moi devant la direction. Ça fait des années que je travaille pour ça. J'ai hoché la tête lentement. Maintenant, dis-moi, s'est-il porté garant pour toi avant ou après ces virées nocturnes? Son visage s'est tordu. Tu es dégoûtant. Non, ai-je dit doucement. J'en ai assez d'être utilisé. Tu veux gravir les échelons? Fais-le. Mais n'utilise pas mon nom comme paillasson. Elle me dévisagea, blessée maintenant, plus en colère. Ou peut-être les deux. Et alors? Tu es la boussole morale maintenant? Non, ai-je dit, j'en ai juste marre de jouer le mari compréhensif dans un mariage où la loyauté n'est pas réciproque. Elle n'a pas répondu, elle est juste restée là. Puis, sans un autre mot, elle a tourné les talons, a attrapé ses clés sur le crochet et est sortie en trombe par la porte d'entrée. Le claquement a résonné dans le couloir. Je suis resté seul un instant, laissant le silence s'installer comme de la poussière. Puis, je me suis dirigé vers le bureau dans le coin du salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'allais pas juste m'asseoir et attendre la prochaine attaque. Si l'entreprise voulait protéger Calvin, je devais comprendre pourquoi. J'ai tapé « Calvin Brox plus plaintes éthiques plus inconduite dirigeant Chicago ». Puis j'ai continué à creuser. De vieux communiqués de presse, des mémos de restructuration interne, des annuaires d'entreprises archivés, quelques obscurs articles de blog d'anciens employés. Ce n'était que du vent jusqu'à ce que je trouve un message sur un forum de réseautage professionnel datant de 2 ans. Nom d'utilisateur caché, mais l'histoire ne l'était pas. Ne travaillez pas sous les ordres de CB, sauf si vous voulez faire partie de sa liste de favoris, surtout si vous êtes une femme. Son mentorat a un prix. Je me suis penché.
Un autre commentaire en dessous, je suis parti sans déposer de plainte. Il sait comment l'enterrer avant que ça ne fasse surface. Ne vous attendez pas à ce que les RH vous sauvent. J'ai mis le fil de discussion en favori, puis j'ai continué. Le nom de Calvin était apparu dans un scandale lors d'une conférence il y a 3 ans. Une plainte anonyme dans une entreprise partenaire. L'affaire avait été gérée en interne. Aucune trace écrite. Donc, ce n'était pas sa première fois. Je me suis rasseoir dans ma chaise, le curseur clignotant. Mélissa n'était pas seulement protégée par Calvin. Elle était intégrée dans un système qui fermait les yeux. Et je venais de devenir une menace pour eux deux. Mais je n'allais pas reculer. Il était presque minuit quand je l'ai trouvé, enfoui au milieu d'un communiqué de presse sur la page des événements internes de l'entreprise, gala annuel du sommet, une célébration de l'innovation et de l'impact. La date, dans une semaine. Le lieu, la grande salle de bal Lakeshore. Tenue de soirée, presse invitée, PDG présent, plusieurs dirigeants du Fortune 500 sur la liste des invités, et en tête d'affiche de l'événement. Discours d'ouverture prononcé par l'associé principal Calvin Brooks. Je fixais l'écran lumineux, les doigts figés au-dessus du clavier. J'ai relu la ligne, plus lentement cette fois. Il n'ignorait pas seulement ce qui s'était passé. Il le promouvait. Le département de Mélissa organisait l'événement, ce qui signifiait qu'elle ne travaillait pas seulement sous les ordres de Calvin, elle aidait à polir la scène même sur laquelle il allait se tenir. C'est à ce moment-là que le malaise a vraiment commencé à s'installer. Parce que pendant une seconde, juste une seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être surestimé tout ça. Peut-être que ma colère m'avait emporté. Peut-être que les choses n'étaient pas aussi tordues que je le craignais. Mais ceci était un rappel de la taille d'un panneau d'affichage. Il s'en fichait. Il se fichait de la vidéo. Il se fichait de la plainte. Il se fichait des femmes avant Mélissa. Cette entreprise ne se contentait pas de protéger Calvin. Elle avait besoin de lui. J'ai cliqué sur le site d'inscription à l'événement. Un portail privé de liste d'invités montrait des rangées de participants confirmés, investisseurs, PDG de la tech, journalistes économiques, tous alignés pour siroter du champagne sous des lustres et applaudir un homme qu'ils connaissaient beaucoup moins bien qu'ils ne le pensaient. J'ai fait défiler jusqu'en bas de la page. C'était là, événement produit par la division des communications internes et de la promotion des talents. C'était l'équipe de Mélissa. Promotion des talents. L'ironie m'a donné envie de faire un trou dans le mur. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis resté assis là une seconde, passant une main sur mon visage. J'avais déposé une plainte. J'avais montré une vidéo. J'avais tout exposé. Et en réponse, ils ont donné à Calvin un micro et une salle pleine de caméras. Mon téléphone a vibré. C'était Rachel. J'ai vu l'annonce de l'événement. Ça va? Moi, définir ça va. Rachel, je me doutais qu'il ferait ça. Tout le monde en haut essaie de transformer ça en élan. Transformer sa controverse en visibilité. Le judo classique des relations publiques. Moi, alors ils enterrent la vérité, l'habillent en smoking et la servent avec du vin. Rachel, à peu près. Je fixais son dernier message. Mon estomac me brûlait. L'entreprise avait tracé une ligne, une qu'il n'avait pas l'intention de franchir. Et Mélissa, elle était toujours de leur côté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas d'imaginer la salle de bal, ses larges portes dorées, les rires polis, les flashs des appareils photo. Calvin, debout là dans un costume noir impeccable, discours à la main, parlant de leadership et de vision, pendant que les gens qui l'avaient écrasé étaient assis tranquillement et souriaient. Et quelque part près de lui, Mélissa, portant une robe que j'avais probablement aidé à payer. Je me suis retourné dans mon lit et j'ai regardé dans le noir. Il pouvait faire taire les plaintes. Il pouvait laver les réputations. Mais il ne pouvait pas effacer ce que j'avais vu. Et je n'allais plus me taire. La salle de bal ressemblait à une page de magazine de luxe, lustre en or, nappe blanche, serveur en gants noirs glissant sur le sol comme des ombres. Tout le monde sentait l'argent et arborait des sourires trop parfaits pour être vrais. Des caméras bordaient les murs, des badges de presse brillaient, et partout où l'on se tournait, quelqu'un serrait des mains comme si l'avenir en dépendait. Mélissa se tenait à côté de moi, vêtue de vert émeraude. Élégante, soignée, indéchiffrable. « Tu es bien habillée » dit-elle doucement,
les yeux fixés droit devant. Je suis doué pour faire semblant, répondis-je, tout aussi bas. Elle ne répondit pas. Je lui offris quand même mon bras. Elle le prit pour la forme. Nous nous déplaçâmes à travers la foule comme si nous étions à notre place, comme si nous n'étions qu'un autre couple parfait célébrant le progrès et l'innovation. Personne ne savait ce qui bouillait sous la surface. Et ce soir, je n'allais rien montrer. Pas encore. Pas avant que ça compte. Calvin faisait déjà le tour de la salle, riant de ce rire aigu et étudié, serrant la main de donateurs, de journalistes, de jeunes cadres désireux de graviter autour de sa lumière. Il portait un smoking bleu marine et une confiance qu'on ne pouvait pas feindre, à moins d'avoir passé toute sa vie à convaincre les gens qu'on était intouchable. Je l'observais de l'autre côté de la pièce, sirotant lentement un verre de cabernet. Il ne me vit pas au début. Il était trop occupé à poser avec le PDG pour une photo, deux hommes trinquant devant une toile de fond griffée, façonnée de main. Cela me donna envie de rire. Rachel m'avait envoyé la liste de presse mise à jour ce matin-là. La moitié des médias diffusés en direct, chaînes locales, blogs économiques. Même un site national de critique technologique était présent, probablement à la recherche d'un bon titre. Ils en auraient un. Je me tournai vers Mélissa. « Je vais prendre l'air, dis-je. » Elle hocha la tête d'un air distrait, ses yeux rivés sur un groupe de cadres riant près de la table des desserts. Je m'éloignai, serpentant entre les groupes buvant du champagne et bavardant, jusqu'à ce que je me retrouve près du fond de la salle, plus près de Calvin maintenant. Il tenait salon près du cercle de la presse, parlant dans un micro, répondant à la question d'un journaliste sur la responsabilité d'entreprise avec ce sourire de politicien parfait. Et c'est là qu'il me vit enfin. Son sourire vacilla. Je soutins son regard et levai légèrement mon verre. Il cligna des yeux, puis se retourna vers les caméras, comme s'il pouvait m'effacer en regardant ailleurs. Je commençai à marcher, chaque pas délibéré, chaque souffle régulier. Au moment où je l'atteignis, 2 caméramens filmaient encore. Je me plaçai à côté de lui, souris poliment au journaliste, puis me tournai vers Calvin et dis d'une voix basse et claire, « Est-ce que vous encadrez chaque subordonné dans votre voiture, ou seulement celle que vous pensez ne pas oser parler ?» Il se figea. Chaque muscle de son corps se tendit. Les journalistes à proximité entendirent la phrase, leur tête se tournant à l'unisson comme s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir bien entendu. Calvin ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Alors, je le fis avec le genre de calme qu'on n'obtient que lorsqu'on a déjà perdu tout ce qui valait la peine d'être protégé. Je levai mon verre et versai le vin directement sur sa tête. Le liquide rouge foncé éclaboussa ses cheveux, son col, et imprégna ce smoking à $1000. Des halètements résonnèrent. Les flashs crépitèrent. Quelqu'un laissa tomber un plateau. Et Calvin resta là, stupéfait, dégoulinant de cabernet et d'ego corporatif au milieu de la salle de bal. Je reculai. Maintenant, tu es marqué, comme les femmes que tu oublies. Puis je m'en allai. Pas vite, pas nerveusement, juste d'un pas assuré. Derrière moi, le chaos éclata. Le personnel des relations publiques se précipita. Quelqu'un appela la sécurité. La voix de Mélissa appela mon nom de l'autre côté de la pièce, tendue de panique. Mais je ne m'arrêtai pas. J'atteignis l'entrée principale avant que le premier journaliste ne me rattrape. « Monsieur, êtes-vous » Je me tournai vers elle, toujours calme. Vous devriez demander à Calvin Brox pourquoi les RH enterrent les plaintes pour inconduite et pourquoi le même homme continue d'y apparaître. Elle cligna des yeux, stupéfaite, puis griffonna rapidement, et je sortis dans l'air froid de Chicago, les portes de la salle de bal se refermant derrière moi comme la scène finale d'une pièce de théâtre. Je n'avais même pas atteint le service de voiturier que les portes vitrées s'ouvrirent en claquant derrière moi. Et la voix était perçante, rauque et furieuse. Je me suis retourné juste à temps pour voir Calvin foncer sur moi. Costume trempé, yeux fous, son nœud papillon pendait de travers, son col taché d'un rouge profond par le vin. Les caméras suivaient, les journalistes se bousculant derrière lui comme des vautours sentant le sang frais. « Tu crois que c'est une sorte de jeu ?» aboya-t-il, réduisant rapidement l'espace entre nous. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas bronché. Tu as eu ton moment, ai-je dit calmement. Maintenant, recule avant d'aggraver les choses. Mais il ne l'a pas fait. Calvin m'a poussé violemment. J'ai reculé d'un pas, me rattrapant.
La sécurité criait déjà, mais ils ne sont pas arrivés assez vite. Il s'est jeté à nouveau, cette fois avec le poing. Il a touché le coin de ma joue. Un éclair de chaleur a explosé dans ma mâchoire. J'ai titubé en arrière, ma vision a basculé. Quelqu'un a crié. Les flashs crépitaient comme des feux d'artifice. Je me suis stabilisé juste à temps pour le voir lever à nouveau le bras. Mais cette fois, j'ai frappé le premier. Pas net, pas technique, juste de l'instinct. Mon poing a heurté son épaule et l'a déséquilibré. Il a glissé sur le marbre mouillé juste après l'entrée et s'est écrasé lourdement contre l'un des piliers décoratifs. Les journalistes ont crié. La sécurité est intervenue en force. Ils l'ont attrapé en premier, deux types en costume avec des oreillettes le tirant en arrière, criant les uns par-dessus les autres. Calvin se débattait comme un animal acculé, crachant des jurons, le visage rouge, à quiconque s'approchait trop près. Lâchez-moi. J'ai construit cet endroit. Je suis resté là, le torse soulevé, la lèvre en sang, regardant l'homme s'effondrer. Mélissa a franchi les portes une seconde plus tard. Ses talons claquaient sur le trottoir, sa robe verte collant à ses jambes dans le vent. Ses yeux se sont posés sur moi, puis ont filé vers Calvin. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» « C'est lui qui m'a frappé en premier, » ai-je dit. Beaucoup de gens l'ont vu. Elle n'a pas répondu car il n'y avait plus de défense possible. Le moment l'avait englouti tout entier. Le lendemain matin, la vidéo était partout. Quelqu'un avait filmé toute la scène sur son téléphone, Calvin se jetant sur moi, le coup de poing, la chute, les cris. Ça s'est propagé plus vite que quiconque n'aurait pu le contrôler. Hashtag en tendance, capture d'écran zoomé, un clip de 10 secondes tournant en boucle sur tous les réseaux sociaux. À 10h17, l'entreprise a publié une déclaration publique, avec effet immédiat, Calvin Brox a été suspendu dans l'attente d'une enquête interne formelle. Nous ne tolérons pas les actes de violence ou les comportements indignes de nos dirigeants. Mais ce n'était que le début. En coulisses, les départements ont commencé à s'agiter. Les sponsors se sont retirés de l'événement rétroactivement. Les RH ont ouvert un audit complet. Les chuchotements internes se sont transformés en déclarations écrites, et soudain Rachel m'a envoyé 3 mots par texto, « Il vire Mélissa ». J'ai fixé l'écran, et pas 2 minutes plus tard, Mélissa est entrée par la porte d'entrée de notre maison, les clés encore à la main, son expression vide. Elle se tenait dans le hall, le dos droit, le visage pâle. « Ils m'ont viré », dit-elle d'une petite voix. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste posé son sac à main sur le banc comme n'importe quel autre jour, s'est dirigée vers la cuisine et s'est assise à la table. Je l'ai suivie mais je n'ai rien dit. Elle était assise, les 2 mains croisées devant elle, les yeux fixant le vide. Ils ont dit que c'était une restructuration, a-t-elle dit. Que mon nom est trop lié à l'incident. Je n'ai pas répondu. Elle a levé les yeux vers moi, le visage indéchiffrable. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre le comptoir. Je ne voulais pas que tu sois viré. Je voulais que tu sois honnête. Elle a eu un rire amer. Eh bien, tu as eu les deux. Et sur ce, elle s'est levée et a quitté la pièce. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer doucement derrière elle. Pas de claquement cette fois, juste une fin. Il était juste après-midi quand j'ai entendu frapper. Pas le genre de coup qui exige, mais celui qui espère. J'ai ouvert la porte d'entrée et elle était là. Mélissa, la même femme, un poids différent dans les yeux. Elle portait un pull ample, pas de maquillage, les cheveux attachés en arrière comme si elle n'avait pas pris la peine de se battre avec le miroir ce matin-là. Elle avait l'air fatiguée, épuisée, comme si les dernières 24 heures lui avaient arraché quelque chose qu'elle ne pouvait pas récupérer. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Elle est entrée lentement, chaque pas prudent comme si le sol pouvait céder. Je suis resté près de la porte. Elle n'est pas allée loin, s'est juste tenue au centre de la pièce, se tournant pour me faire face. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, dit-elle doucement. J'ai attendu. Je ne savais pas qu'il me renverrait. Ou que Calvin, sa voix se brisa. Elle déglutit. Je pensais que je pouvais gérer les deux. Être assez proche pour monter en grade sans que cela nous coûte. Elle leva les yeux. Je n'essayais pas de te trahir.
J'étais juste si fatigué d'être ignoré. Je pensais que si je continuais à dire oui, quelqu'un finirait par me dire oui à moi. J'ai appuyé mon épaule contre le mur. Et à quoi disais-tu oui, exactement? Elle grimaça mais ne recula pas. À l'attention, à l'accès, à l'illusion que ça signifiait quelque chose. Un silence s'installa entre nous, lourd comme du ciment humide. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Et je sais que je n'ai le droit de rien demander d'autre, mais je veux quand même demander. Elle s'approcha lentement. Je veux savoir s'il reste quelque chose entre nous. Si tu peux me pardonner, si je peux. Si nous pouvons essayer. Sa voix était fragile, et pendant une fraction de seconde, la vieille partie de moi, celle qui se souvenait des soirées cinéma et des voyages en voiture et de la façon dont elle souriait quand elle me voyait dans la foule, a voulu la prendre dans mes bras. Mais cette version de nous avait disparu. Et je n'étais pas là pour sauver ce qu'elle avait passé des mois à détruire. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Mélissa, ai-je dit calmement. Tu n'étais pas aveuglée par l'ambition. Tu poursuivais quelque chose que tu ne comprenais même pas. Elle cligna des yeux. J'ai fait un pas en avant, juste assez pour qu'elle puisse entendre chaque mot, sentir chaque syllabe. Alors peut-être qu'il est temps que tu apprennes ce que coûte la véritable ambition. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête une fois, lentement, puis est sortie de la maison. Pas de porte qui claque, pas d'excuse qui puisse réparer quoi que ce soit. Juste le bruit de ses pas qui s'estompait. Et la vérité qu'elle devait enfin porter seule. Ça fait 6 semaines que j'ai signé les papiers. Pas de drame, pas de disputes interminables, juste 2 signatures, un hochement de tête silencieux de l'autre côté d'une table froide, et la finalité nette et douloureuse d'un tampon du tribunal. J'ai emménagé dans un appartement plus petit dans le nord de la ville. Rien d'extraordinaire, juste assez d'espace pour l'essentiel. Les murs sont plus silencieux maintenant, et d'une certaine manière, c'est plus facile, voire paisible. La plupart des matins, je marche jusqu'au dîner du coin, je prends un café et je lis les gros titres sur mon téléphone. L'incident du gala a fait le tour pendant un certain temps. Le nom de Calvin a illuminé les blogs technologiques et les comités d'éthique comme un signal d'alarme. Puis ça s'est estompé, remplacé par un scandale plus récent dans une ville plus récente. Mais de temps en temps, j'entends encore des choses, comme jeudi dernier quand Rachel et moi nous sommes retrouvés pour déjeuner. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi et n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Elle a postulé pour un transfert interne, a-t-elle dit. Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. Elle envoie des emails à d'autres départements. Personne ne mord à l'hameçon. La nouvelle s'est vite répandue après le gala. J'ai juste hoché la tête. Rachel a siroté son thé glacé et a continué. Calvin l'a complètement ignoré. Les RH n'arrivent pas à le joindre. La rumeur dit qu'il est en train de négocier un plan de départ à l'amiable. Le conseil d'administration veut que tout soit enterré. Et Mélissa, ai-je demandé. Elle a hésité. Toujours au chômage. Aucune offre. L'un des recruteurs m'a dit en privé que son nom sonne l'alarme maintenant. Les gens voient son CV et se souviennent de la vidéo. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas jubilé. Je suis juste resté assis là, laissant le poids de la situation s'installer. Parce que c'est ça, le truc avec l'ambition. Ça peut vous faire avancer, bien sûr, mais si elle est mal orientée, il ne faut pas longtemps avant qu'elle ne vous fasse tomber d'une falaise. Et Mélissa, elle se tenait dans la poussière des décombres. J'aimerais pouvoir dire que je la détestais. Ça aurait été plus facile. Mais ce que je ressentais vraiment, c'était de la distance, le genre qui ne vient pas des kilomètres, mais du fait de voir quelqu'un que vous aimiez se transformer en quelqu'un que vous ne pouviez plus suivre. Rachel s'est levée pour partir. Tu as fait ce qu'il fallait, tu sais. Je ne l'ai pas fait pour la justice, ai-je dit doucement. Elle m'a fait un petit sourire. Peu importe. Ça a quand même eu son effet. Après son départ, je suis resté assis un moment dans cette banquette, à regarder par la fenêtre. Un bus est passé avec une nouvelle publicité sur le côté, l'intégrité est le moteur de tout. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri, parce que maintenant je comprenais quelque chose que Mélissa n'a jamais compris. L'ambition, ce n'est pas la hauteur que vous atteignez. C'est ce que vous refusez d'écraser pour y arriver. C'était la fin de mon histoire. Mélissa a dit qu'elle voulait seulement s'élever, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit.
Mais quand elle a choisi le silence plutôt que la vérité et la loyauté plutôt que l'intégrité, tout s'est effondré. Je me demande encore, méritait-elle une autre chance? Ou est-ce que son départ a scellé son destin? Dites-moi dans les commentaires, Mélissa a-t-elle fait une erreur dont elle aurait pu se remettre, ou était-il déjà trop tard? Si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai d'autres vérités à